Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans un nouvel épisode du Early Music Podcast produit par le REMA à destination des professionnels du secteur de la musique ancienne. Je suis Flora Cross et cet été, nous partons pour la France le temps de quelques épisodes. Suite à son intervention lors de notre conférence sur le tourisme culturel, le 21 mai dernier, Denis Verdier-Magnaud, directeur du développement culturel au Château de Versailles, a gentiment accepté de poursuivre la discussion avec nous. Monument phare du paysage patrimonial français, avec ses 8 millions de visiteurs par an, le château de Versailles est également un lieu important de l'histoire de la musique baroque française, ce qui se reflète dans son architecture même, mais aussi dans les événements qui y ont lieu aujourd'hui. À Versailles, deux organisations cohabitent. L'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles, et Château de Versailles Spectacle, la société de droit privé en charge de l'organisation des concerts et spectacles. Denis Verdier-Magnaud revient sur les relations qu'entretiennent le château et CVS et nous explique la raison d'être de cette société qui a pour but de ramener la musique à Versailles dans la tradition du spectacle et de la représentation datant de Louis XIV. Préparez donc vos perruques et belles robes, nous allons faire un tour à la cour du Roi Soleil. Bonjour, je suis Denis Verdier-Magnaud et je suis le directeur du développement culturel au château et j'assure donc les missions transversales d'accueil des visiteurs et de conception des programmes et de l'offre culturelle qui leur sont faites pour des visiteurs qui jusqu'en 2019 étaient très massivement étrangers, mais bien sûr avec la période que nous vivons, pour l'essentiel français et quelques riverains européens en attendant que nous retrouvions un flux de visiteurs touristiques puisque Versailles était habitué à recevoir jusque-là plus de 70% de visiteurs étrangers. Nous organisons également bien sûr une politique d'exposition au château et nous avons également une politique éditoriale de coédition d'ouvrages pour l'ensemble des visiteurs, des guides de visite, des beaux livres, des livres à caractère un peu plus scientifique ou pédagogique puisque nous avons dans la composition de nos publics les publics scolaires qui représentent une part non négligeable de la fréquentation, environ 500 000 jeunes par an. Dans la part des concerts, soyons très clairs, je pense que 70% des visiteurs sont des visiteurs locaux, parisiens et franciliens, puis il y a des visiteurs extérieurs et une part de visiteurs étrangers, mais ils sont très faibles. C'est plutôt une population locale sur les concerts. Pour le château, c'est l'inverse. Nous sommes à 70% de visiteurs étrangers et 30% de visiteurs locaux. Mais 30%, quand nous avions 8 millions de visiteurs par an, ça fait tout de suite 2,4 millions sur une population de 67 millions. C'est assez colossal. Donc, on peut considérer tout de même que la fréquentation française est toujours à Versailles très très importante. Simplement, elle est un peu estompée par la masse effectivement des visiteurs étrangers. C'est une véritable tradition qui est liée à la conception, à la création même de Versailles, devenue la capitale du royaume, d'utiliser le spectacle et la musique, mais aussi la danse et l'ensemble des arts d'une manière générale, comme un véritable moyen d'exercice de ce pouvoir. Quand vous circulez dans Versailles, il faut vous imaginer que sous l'Ancien Régime, dès l'arrivée, on était accueillis en musique par les fanfares militaires, des troupes chargées de la garde du palais, des gardes suisses, des gardes françaises, les uns en rouge, les autres en bleu, donc associant la couleur avec une magnificence de costumes qui accueillait les visiteurs dans ce palais et donc déjà en musique. Et puis ensuite,
toute la vie de cour était rythmée par la musique, toutes les cérémonies, toutes les étapes d'une journée de la vie du roi, son départ à la chasse, son retour, ses activités d'accueil d'ambassade ou d'activités plus société dans le château le soir, par exemple avec des soirées d'appartement, où tout était transformé et tout était adapté pour réaliser des collations, représentations théâtrales ou musicales. Et cela pouvait se conclure d'ailleurs par des réalisations de fêtes dans les jardins avec des feux d'artifice et là aussi bien sûr la musique accompagnant tout le temps ces activités. Alors CVS en fait est une structure qui a été créée il y a une douzaine d'années. Nous avons dans les années 90 un département de la musique à Versailles qui était intégré à la structure de l'établissement. Puis il y a eu la création d'un centre de musique baroque à Versailles qui a repris les activités du département. Et puis on s'est aperçu que le centre de musique baroque de Versailles trouvait son autonomie et son indépendance à la recréation ou la restauration de morceaux anciens qui scientifiquement constitue l'un des objets de son activité. Et donc, nous nous sommes interrogés, nous, sur la réalité de la vie musicale dans toute sa diversité au château. Et c'est la raison pour laquelle il a été décidé de créer une société qui puisse trouver ses sources de revenus pour financer la recréation de spectacles et le développement de la réinstallation de la vie musicale à Versailles. Et c'est dans ce cadre-là qu'une première société a vu le jour qui s'appelait PRS, Production du Roi Soleil, et qui a initié d'une manière embryonnaire cette démarche avant que soit créé Château Versailles Spectacle pour développer ces premiers travaux qui avaient été entrepris par PRS en lui confiant la gestion des salles de spectacle que sont donc l'Opéra, le Petit Théâtre de la Reine, mais aussi le Salon d'Hercule quand ils en ont besoin ou plus régulièrement la Chapelle Royale. Pour financer les spectacles qui sont organisés dans ces salles, nous lui avons également donné la gestion du jardin qui est mis en paiement par cette société, Château Versailles Spectacle, certains jours, pendant certaines périodes de l'année, les plus favorables, bien sûr, pour la mise à eau des jardins en musique, et de manière à ce que les ressources qu'il génère avec cette activité puissent lui permettre de financer les spectacles qu'il monte à l'Opéra, à la Chapelle, au Petit Théâtre et dans tous autres lieux que je vous ai évoqués. Ça peut aussi être dans les jardins, bien sûr, selon la nature des programmes musicaux que CVS crée chaque année. Je pense qu'on est un peu unique en la matière, mais c'est aussi parce qu'en termes de site, on a cette particularité d'avoir pu trouver une source de financement que l'on a pu rattacher à la société pour lui permettre d'asseoir les équilibres économiques nécessaires à son développement. C'est difficile parce qu'il faut effectivement avoir une assise de fréquentation de public suffisante pour générer des ressources, pour permettre ensuite d'établir un programme musical de qualité qui nécessite de gros moyens.
établissement public s'est engagé dans la création de cette structure de droit privé qui est Château Versailles Spectacle. C'est pour lui donner toute la force, justement, de réinstallation progressive de cette vie musicale. Alors, bien sûr, je ne dirais pas que les visiteurs sont accompagnés en musique, et encore que CVS organise sur certaines soirées, sur certaines journées, des découvertes musicales dans les grands appartements. Ça s'appelle la Sérénade à Versailles, et où là, justement, le public est transporté dans les grands appartements au son de musiciens avec quelques danseurs. Et donc, ça donne véritablement une autre identité au lieu, et ça lui rend toute sa réalité artistique, puisque Louis XIV associait tous les arts dans ses activités d'exercice de son pouvoir. Si vous vous reprojetez dans les grands appartements, tout de suite vous êtes baigné dans une atmosphère de peinture, sculpture, une ambiance associant l'ensemble des arts et des techniques, savoir-faire, des métiers d'art français de l'époque, puisque Versailles servait également de vitrine. Je parlais des costumes, le roi lui-même en est un vibrant exemple, se changeant plusieurs fois par jour pour montrer la richesse des savoir-faire en matière de broderie, de textile, mais aussi dans les parements du château, puisqu'on changeait régulièrement les décors du château de tapisserie et d'autres éléments meublants pour là aussi montrer les savoir-faire de techniques d'ébénisterie, de bronze, de dorure, d'argenterie, mais aussi purement artistique avec les décors que sont les plafonds de Versailles. La musique a toujours eu dans tout cela une part prédominante. On se rappelle de la jeunesse de Louis XIV, où il était lui-même un roi musicien et surtout danseur, qui s'illustrait sur les musiques qui lui étaient réalisées dans les jardins, qui est un autre lieu encore plus préféré de Louis XIV que le château lui-même, de par ses salons de verdure qu'il a créés, que l'on connaît encore aujourd'hui avec ses fontaines, et la mise à nu de ces jardins, qui elle aussi se fait en musique. Et c'est ce que restitue aujourd'hui encore CVS, en recréant des atmosphères musicales dans chacun de ces bosquets, où l'eau entre en résonance avec la musique et donne cette féerie des lieux que nous pouvons connaître tous les étés à Versailles lors des grandes eaux musicales. Je suis trahi, ciel, il aurait pu croire au ciel. Je suis trahi par l'ingrate bonté, pour qui l'amour m'a fait trahir ma gloire. Tous espoirs où j'étais enchanté, dont elle a dit ma fleur m'a précipité. CVS, dans le prolongement, réalise de véritables concerts et spectacles tels que Louis XIV les a rêvés, puisque l'Opéra Royal, il ne l'a pas vu, c'est Louis XV qui en a vu la réalisation, mais il y avait des théâtres dans Versailles, dans plusieurs endroits, des théâtres éphémères qui ont été réalisés tant dans les jardins que dans le château ou les écuries, et qui ont permis pour des fêtes d'organiser des représentations tant théâtrales que des opéras. Voilà un petit peu l'importance que revêt CVS pour le château, pour tout simplement lui redonner sa réalité de vie historique tout au long de l'année. Nous, notre rôle est d'amener cette historicité de l'usage de la musique à Versailles dans les règles d'étiquette de la vie de cour et d'expliquer pourquoi on utilisait telle et telle musique pour telle et telle activité, qu'elle soit de loisir, qu'elle soit de service, voire de commandement pour la musique militaire. Tout cela, nous l'exposons, nous le faisons découvrir avec des personnels dédiés, des conférenciers qui exposent tout cela, à l'appui également parfois et dans les lieux correspondants d'intervenants musicaux pour illustrer ce que nous pouvons évoquer quand il s'agit
par exemple de soirées d'appartement ou quand il s'agit d'évoquer des spectacles donnés à l'Académie du spectacle équestre, sur le dressage équestre qui lui aussi se faisait en lien avec la musique, puisque c'est à cette époque qu'est né l'usage des corps pour la chasse, certes, mais également pour les ballets équestres et dans les différents lieux, puisque les conférenciers interviennent tant à la Chapelle Royale, interviennent également à l'Opéra Royal pour évoquer les usages de cet opéra qui a essentiellement servi pour des grandes fêtes et des grands événements, très peu pour des soirées privées, alors même que le roi pouvait avoir des soirées dans d'autres lieux, le Salon d'Hercule, le Salon de Mars. Nous illustrons également la vie musicale dans les petits appartements, chez mesdames, les filles de Louis XV, tout simplement parce que ce sont des appartements aménagés qui nous permettent d'évoquer cette vie musicale, parce qu'il y a des instruments de musique qui appartenaient à la cour, qui sont des instruments de la cour de Versailles, toujours présents et que l'on fait jouer, mais aussi à la chapelle, bien sûr, avec l'orgue, et dans les appartements de mesdames, l'orgue portatif dit du dauphin. Et nous avons également la possibilité d'utiliser d'autres instruments que CVS nous prête ou le Centre de musique baroque lorsque nous en avons besoin. Cette illustration musicale, elle rentre bien dans la définition de la programmation culturelle que nous faisons, et pour tous les publics, qu'il s'agisse des publics scolaires ou des publics empêchés, ou bien des publics abonnés. Nous avons à peu près 15 000 visiteurs abonnés au château. Et puis nous avons également les Amis de Versailles, qui constituent une société d'amis. Mais de la même manière, la société Château Versailles Spectacle a sa propre société d'amis qui s'appelle l'Ador. Et avec l'Ador, nous avons des liens également, et nous leur proposons, nous autres, des visites, conférences thématisées sur l'usage de la musique dans la vie de cour, alors même qu'ils assistent, bien sûr, à tous les spectacles en parallèle qui sont organisés par Laurent. Donc nous, on est vraiment sur cet aspect de la pédagogie, de l'usage de la musique du château de Versailles dans la vie de cour d'Ancien Régime. Cette vie culturelle très diversifiée n'est qu'une résurgence de ce qui se passait véritablement sous l'Ancien Régime à Versailles du temps de Louis XIV, puis Louis XV et Louis XVI. Merci Denis Verdier-Magnaud pour ce voyage dans le temps en musique qui nous a permis de redécouvrir les différentes facettes de ce lieu. À Versailles, un amoureux de la musique baroque peut suivre une visite thématique menée par un guide conférencier proposé dans la programmation culturelle du château. Mais il peut aussi assister à une représentation musicale proposée par Château de Versailles Spectacle dans le cadre de sa saison de concerts, à la Chapelle Royale, à l'Opéra ou encore dans le Salon d'Hercule. L'importance exceptionnelle des lieux permet en effet une variété d'expériences inédites rendues possibles par un modèle économique et une organisation spécifique. Si peu de lieux de patrimoine liés à la musique peuvent rivaliser avec le château de Versailles en termes de taille et de fréquentation, la richesse et la qualité de l'offre culturelle qu'on y trouve est une source d'inspiration et un modèle de réussite. Cet été, le Early Music Podcast fait un tour en France. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à écouter l'autre épisode de cette série en compagnie de Sophie Lanotte et Nathalie Moine. Consultantes en stratégie, management, transformation et développement culturel, elles ont écrit à 4 mains le livre blanc intitulé « Le spectacle et le vivant, 20 propositions pour contribuer à la transition écologique et sociale ». Nous nous retrouvons donc pour parler transition et développement durable.